Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la Grave of Corp, une chaîne dédiée aux classiques des sciences sociales en santé, et aujourd'hui nous allons parler de Naissance de la clinique de Michel Foucault, un script relu par mon collègue Étienne dont je mets les recensions en description. Naissance de la clinique donc, parfois édité avec le sous-titre Archéologie du regard médical, c'est un livre paru en 1963 dans l'Indifférence. C'est alors le troisième ouvrage publié par Michel Foucault, historien de la pensée et philosophe, qui suit directement la publication en 1961 de sa thèse de doctorat d'état Histoire de la folie à l'âge classique, et qui reprend d'ailleurs les notes de ses recherches. Souvent considéré comme partie du mouvement de critique du pouvoir médical et de la médicalisation, ce livre, Naissance de la clinique, occupe pourtant une place à part dans l'œuvre de Foucault. Il se situe à un croisement, à un moment de sa vie où l'auteur se cherche une identité méthodologique, en histoire de la philosophie et des sciences. Foucault expérimente une démarche à mi-chemin de l'historiographie, de l'analyse du discours et de la phénoménologie. Il donne alors à sa méthode le nom d'archéologie. On peut dire, en suivant la philosophe Judith Revel, qu'il s'agit d'une façon d'étudier un découpage historique. Ici, ce sera l'avant et l'après de la Révolution française. D'un côté l'âge classique et les Lumières du XVIIIe siècle, de l'autre le début du XIXe siècle. Il s'agit de décrire comment les savoirs s'organisent, comment de nouveaux objets d'étude apparaissent, et comment l'ensemble de ces savoirs et de ces objets, de toutes les formes de cohérence et de toutes les sciences, s'agencent et communiquent au sein de ce que Michel Foucault appelle une épistémie. Dans notre cas, il s'agira d'enquêter sur le regard médical. Comment l'histoire que la médecine fait d'elle-même fabrique ce regard, change le sens de l'expérience médicale. Ce qui peut être vu, les symptômes, les marques, les lésions, le malade. Ce qui peut être dit, la maladie, la prescription, la connaissance. Et ce qui lie les deux, ce qui lie le regard et la parole. Le sujet du livre porte sur l'origine de la médecine clinique et libérale, qui a dominé l'espace de la santé publique depuis la Révolution jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui occupe encore une large place. Lorsque Foucault écrit, cette médecine décline sous les coups des politiques publiques en santé, de la médecine sociale, des cursus universitaires et des professions paramédicales. En fait, le livre est moins une critique de la médicalisation de cette médecine qu'une enquête sur les vérités du discours de la clinique. Ce discours se compose à travers des alliances avec d'autres discours, ceux du politique, des sciences naturelles et des sciences sociales. Foucault relie principalement des traités de médecine des XVIIIe et XIXe siècles, écrits par Pinel, Bichat, Fourcroy, Cabanilles. Son objectif est d'abord de montrer comment notre conception de la médecine clinique et de la maladie sont construites socialement. À quel moment la médecine clinique s'est imposée comme modèle dominant, à la fois dans le système de soins et dans la connaissance médicale. Ensuite, il questionne le mythe d'un regard médical pur et empirique qui remonterait jusqu'à Hippocrate. Enfin, il étudie ce qui fonde ce regard médical. Qu'est-ce qui le rend légitime à voir la maladie et le malade ? Comment permet-il à la médecine clinique de prescrire, de fabriquer un savoir, d'organiser sa profession tout en conservant son caractère libéral ? Dans les termes de Foucault, comment s'est formée la vérité d'un regard qui ferait la positivité de la médecine et réémergerait à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce donc que la clinique, selon Foucault ? Je le cite, c'est à la fois une nouvelle découpe des choses et le principe de leur articulation dans un langage où nous avons coutume de reconnaître le langage d'une science positive. Dans l'ouvrage, Foucault présente 3 paradigmes médicaux, c'est-à-dire des façons de voir et d'organiser l'expérience médicale. Il les expose chronologiquement. Il y a d'abord la médecine des espèces, qui domine au milieu du XVIIIe siècle, la médecine des épidémies, qui domine pendant la Révolution française, et la médecine clinique, qui se développe tout au long du siècle et atteint progressivement les traits qu'on lui connaît dans les écrits de Xavier Bichat. Commençons par la médecine des espèces. Foucault présente d'abord cette médecine, qu'il appelle médecine des espèces ou nosologique.
celle-ci se construit suivant une règle de classification. Elle classe un ensemble de maladies, repérables par une série de symptômes. Chaque maladie est une essence, elle existe en elle-même. Ce rationalisme, c'est-à-dire cette façon de comprendre les choses qui impose un ordre logique dans les idées avant de l'appliquer au réel, s'oppose à la philosophie d'alors, qui est perçue comme ésotérique ou scolastique. Avant même d'être repérée sur le corps, donc, la maladie doit être hiérarchisée en famille, en genre, en espèces. Pensez au tableau et aux parentés de Linné. Et bien là, l'objet principal de cette médecine, c'est le tableau nosologique, qui ne recense pas les causes ou les événements, mais trie les maladies selon leur lien de parenté. Le plus important pour ces médecins est de retrouver la maladie, une et naturelle, de la replacer dans l'ordre logique du tableau. Pour Gilibert, dans l'Anarchie médicale publiée en 1772, il faut s'assurer de bien l'avoir reconnue. Les commencements de la maladie sont faits pour connaître sa classe, son genre et son espèce, dit-il. Cela veut dire que le médecin doit d'abord la laisser suivre son cours naturel, la tempérer ou la renforcer pour réaliser la configuration idéale de la maladie. Cette démarche s'accompagne alors d'une critique de l'hôpital, où le contact avec les autres malades altère la nature propre de la maladie et la rend plus difficilement lisible. Le lieu naturel de la maladie, c'est le foyer familial, et la place de la médecine est celle de l'observation humble. Observer les malades, aider la nature sans lui faire violence, et attendre en avouant modestement qu'il manque bien encore des connaissances. Selon Foucault, cette distance, cette non-intervention s'apparente au discours du laisser-faire de l'économie politique. Il faut éviter d'intervenir, ce qui signifie aussi qu'il faut fermer les lieux d'assistance et d'hospitalisation qui entretiennent la paresse et la maladie. Citons-le. La chaîne de la maladie des maladies et celle de l'appauvrissement perpétuel sont ainsi rompues lorsqu'on renonce à créer pour le malade un espace différencié, distinct et destiné à protéger la maladie et à préserver cette maladie. La médecine des épidémies prépare le terrain de la médecine clinique, à la fois en revenant à l'empirique, même si elle continue d'user de tableaux, et en tentant de s'unifier politiquement. Les épidémies sont définies, et je cite Foucault, comme des déplacements d'accent, des groupements inattendus de signes, des phénomènes plus intenses ou plus faibles. C'est une nouvelle façon de voir les maladies, une perception non plus essentielle et ordinale, comme dans la médecine des espèces, mais quantitative et cardinale. Observer la régularité des symptômes permet désormais de déduire le foyer de la maladie. On ne vise plus une espèce, mais le déterminant de la maladie, la cause qui la maintient et qu'on identifie en dégageant une trame commune chez tous les malades. Cette médecine s'accompagne d'une volonté d'organiser la médecine en passant par les réformes politiques et réciproquement de faire du regard médical un modèle d'organisation sociale. Pour commencer, afin de recomposer les épidémies, il va bien falloir totaliser les événements, il va bien falloir établir un réseau par le jeu de séries qui, en se croisant, permettent de reconstituer cette chaîne. Quelle chaîne? Celle de l'épidémie. Pour dire plus simplement, elle implique une centralisation du savoir médical et des instances pour la repérer et la contrôler. En 1776 est créée une commission qui devient en 1778 la Société royale de médecine. À l'origine, organe de contrôle des épidémies, elle devient peu à peu un point de centralisation du savoir, une instance d'enregistrement et de jugement de toute l'activité médicale. La nécessité de contrôler à la fois l'évolution des maladies sur le territoire et la pratique de la médecine contre la charlatanerie inaugure une médecine fondée à régenter les rapports physiques et moraux de l'individu et de la société où il vit. Sa volonté de libérer le regard de tout ce qui s'oppose à sa vue est en affinité avec le libéralisme de la Révolution, c'est-à-dire retirer tous les corps intermédiaires, les obstacles à l'égalité des citoyens face à l'État. Il faut fermer les hôpitaux, qui altèrent les lois des maladies. On réalise en même temps le projet libéral d'une déshospitalisation totale de la maladie et de l'indigence, où, selon la formule de Barrère, plus d'aumônes, plus d'hôpitaux. Il faut supprimer les corporations médicales, qui s'opposent à la centralisation,
Il faut fermer les facultés qui font du savoir un privilège. Pourtant, les protagonistes de la Révolution hésitent. D'abord sont retirées les ressources des hôpitaux, institutions catholiques, puis leur gestion est remise aux communes, comme en Angleterre, face à l'afflux de pauvres. Ensuite, il faut refaire des écoles de médecine face au charlatanisme. Cependant, la clinique n'a pas encore de savoir unifié. Dans les rapports au directoire s'opposent les tenants d'un enseignement libéral, tourné vers la pratique et le maître et l'élève, comme Durand, Donous, Sieyès ou Fourcroy, et ceux d'une centralisation, comme Condorcet et Lepelletier. Le médecin cabaniste intervient en faveur d'une profession médicale fermée, avec des examens, mais aussi de l'intégration des officiers de santé. Sans être mis en œuvre, son projet dicte les termes de ce que devient la médecine libérale. On distingue médecins et officiers selon leurs compétences. Les seconds sont assignés aux tâches pratiques, soignent le peuple industrieux et actif. Tandis que les premiers, dignes d'exercer leur regard, savoir, pratiquent en clinique. La clinique n'est pas la première tentative d'ordonner une science à l'exercice et aux décisions du regard, mais il s'agit cette fois du regard informé du médecin, soutenu par une institution publique qui dispose d'un pouvoir de décision et d'intervention. Qu'est-ce qui distingue la médecine clinique de ce qui l'a précédée ? Bon, tout d'abord, elle ne considère plus la maladie comme une espèce, mais comme une combinaison de symptômes. Elle pose un regard approfondi sur l'organisme. Les tumeurs et rongeurs sont des signes du phlegmon, car on compare les mains des individus. Le souffle froid est signe d'une perte de chaleur vitale, car on le distingue du fonctionnement normal. On met en relation des fonctions, donc par exemple la lividité du teint désigne des obstructions, les taches sur le corps la variole, les deux ensemble tendent à se combiner vers le scorbut. Le plus grand changement, c'est l'arrivée de la pensée probabiliste à l'époque du physicien Laplace. On peut faire face à l'incertitude. La maladie, de la clinique, est composée de faits principaux, mais aussi d'intensité et de régularité. Selon Foucault, la certitude médicale se constitue non pas à partir de l'individualité complètement observée, mais d'une multiplicité entièrement parcourue de faits individuels. C'est donc un regard pur de toute intervention théorique qui laisse venir à lui les faits individuels et qui est en même temps analytique, car en laissant à lui venir les faits individuels, il reconstitue la genèse de la maladie, la logique sous-jacente à ces faits. Il prend en note la chronologie des événements mais laisse parler les choses avant de les déchiffrer. Les premières cliniques dominées par la médecine des espèces coexistaient à côté de l'hôpital. Elles triaient les malades qu'elles recevaient afin de rendre sensible le corps organisé de la nosologie, en quelque sorte de mettre en scène les différentes formes de maladies. Il ne s'agissait pas de découvrir, mais d'enseigner. Toutefois, la médecine clinique, elle, n'a pas besoin d'un milieu naturel à trier, mais d'un domaine neutre, où elle peut reproduire les expériences. L'hôpital, ça devient ce lieu de la quantité, où tout doit être possible de la même manière, sur le modèle de la preuve par l'expérience. C'est un endroit où on peut décrire, suivre les manifestations et apprendre à voir. Il manque encore 2 pièces à notre puzzle. Si le premier temps de la clinique capitalise sur l'empirisme des épidémies et le retour mythifié à un regard pur, sur l'organisation de cliniques adjacentes aux hôpitaux et l'ajout de la pensée probabiliste, le deuxième temps est le plus décisif, selon Foucault, est celui de Xavier Bichat, qui inclut l'anatomie. Pourquoi donc est-il si important pour les médecins de la clinique d'intégrer l'anatomie à leur histoire ? Pourquoi la lecture de l'anatomiste Morgani, publiée de Cédibus en 1760 par Xavier Bichat, est-elle si importante selon Foucault ? Parce qu'elle offre à cette approche clinique un moyen d'unifier son savoir. Les anatomistes, comme Morgani, dissèquent les cadavres. Ils sont à la recherche des lésions qui permettent de reconstituer l'histoire de la maladie. Dans son traité des membranes, Bichat fait des lésions ce qu'il y a de commun à toutes les maladies. La présence de tissus de même texture à travers l'organisme permet de lire de maladie à maladie des ressemblances, des parentés, bref, tout un système de communication qui est inscrit dans la configuration profonde du corps.
Dans les mots du médecin Pinel, Nosographie philosophique, qu'importe que l'arachnoïde, la plèvre, le péritoine résident dans différentes régions du corps, puisque ces membranes ont des conformités générales de structure, n'éprouvent-elles pas toutes des lésions analogues dans l'état de phlegmasie ? On peut désormais lire la maladie sur tous les corps. Le regard médical ne cherche plus la fréquence, mais un point fixe. Quel phénomène provoque la phtisie pulmonaire ? Une lésion du parenchyme pulmonaire. La maladie se spatialise sur le corps. Ce n'est plus une espèce pathologique qui envahirait, mais la manifestation d'un corps malade. La couverture de la première édition reprend une citation de la fin de l'ouvrage. La possibilité pour l'individu d'être à la fois sujet et objet de sa propre connaissance implique que soit inversé dans le savoir le jeu de la finitude. Pour comprendre cette formule, il faut avoir en tête que selon Foucault, la mort est un fait positif au sens qu'elle contribue à la connaissance. Positivité. Dans notre cas, la mort est ce qu'il finit d'individualiser le corps malade étudié par le médecin clinique, et qui en fait une inspiration pour les sciences humaines du XIXe siècle. Un ensemble de corps finis, similaires en ce qu'ils sont traversés par les mêmes processus fondamentaux de vie et de mort, inévitables dans leur naturalité. Selon Foucault, et cela vaut dans ses autres analyses de la folie de la psychanalyse, la mort joue une fonction particulière dans le discours de la connaissance. Dans la médecine classificatrice dominait la loi de la vie, qui permettait de reconnaître le pathogène, la maladie, envahissante. Dans le regard anatomo-clinique, de la clinique et de l'anatomie, la mort fait partie du fonctionnement normal. C'est un processus partout en cours d'accomplissement, que l'autopsie permet de constater, ce contre quoi la vie, dans son exercice quotidien, vient buter, ce en quoi le vivant se résout inévitablement. C'est le phénomène le plus absolu et le plus relatif, qui traverse toutes les existences et permet de fonder le savoir positif de la médecine. Prenons le terme de dégénération, il traduit ce principe. Selon le médecin Laennec, dans son traité inédit d'anatomie pathologique, il s'agit de l'altération d'un tissu, comme la dégénération tuberculeuse des glandes lymphatiques. Cela fait de la mort le principe de la vie, sa dynamique, quelque chose de toujours présent. J'avais dit tout à l'heure qu'il manquait 2 pièces à notre puzzle, l'anatomie prenant en charge la mort est la première, la seconde, et celle sur quoi l'ouvrage se conclut, est la crise des fièvres. 2 problèmes se posent à Bichat et à ses continuateurs après les années 1810. Toutes les maladies ne sont pas visibles par des lésions, et toutes les lésions ne sont pas signes de processus cachés. Que faire des fièvres, par exemple ? Dans son Histoire des phlegmasies chroniques, en 1808, Broussais de Sauvage considère que chaque tissu aura son mode propre d'altération. C'est donc par l'analyse des formes particulières d'inflammation au niveau des plages de l'organisme qu'il faut commencer l'étude de ce qu'on appelle les fièvres. On revient donc à l'étude des symptômes, mais cette fois, il s'agit de repérer la racine organique de la maladie qui précède les lésions. Revenir aux symptômes est possible car la maladie est locale et visible par les lésions, mais aussi parce qu'elle heurte le fonctionnement des organes, le fonctionnement normal des organes. L'altération d'une membrane peut affecter son fonctionnement, la péricardite peut entraîner l'hypertrophie du cœur. Ainsi, le regard médical ne se posera plus que sur un espace rempli par les formes de composition des organes. Depuis 1816, l'œil du médecin peut s'adresser à un organisme malade. L'a priori historique et concret du regard médical moderne a achevé sa constitution. Voilà donc la mutation où nous conduit Foucault. On a un être malade maintenant, un individu malade. Son fonctionnement normal est une synthèse du fonctionnement de tous ses organes. Et on a des signes lisibles qui parlent d'eux-mêmes, les lésions, et inspirent la prescription médico-sociale sur le comportement à adopter. Dans l'histoire de l'expérience médicale, la clinique met en scène son acte de naissance, fondé sur l'anatomie et les sciences naturelles, en conjonction avec les politiques révolutionnaires et l'économie politique libérale. Au moment de l'écriture de la naissance de la clinique, Foucault n'en est pas encore à proposer des périodisations précises. Il semble
plutôt faire sa démonstration sur le retrait, c'est-à-dire qu'il laisse chaque événement dénoncé avoir lieu pour que le lecteur observe la façon dont les mutations s'opèrent par un déplacement progressif et une juxtaposition des discours de chaque paradigme médicaux, les espèces, les épidémies, la clinique, l'anatomoclinique. La première mutation est celle du regard médical, qui change d'objet. Au début porté sur la maladie en tant qu'espèce, c'est-à-dire un élément de classification, le regard se déplace vers les épidémies, le champ de maladies se distinguant les unes des autres par leur fréquence et leurs intensités. Enfin, il devient l'autopsie qui lit la pathologie dans les lésions, puis en déduit ce qui perturbe le fonctionnement des organes. La médecine clinique est alors celle qui ne s'intéresse plus aux espèces de maladies, mais aux individus malades, au corps vivant dont la mort fait partie du fonctionnement, à la vie pathologique définie en référence à une vie normale. La seconde mutation est celle de la manière dont les érudits médecins de la fin du XVIIIe siècle font leur propre histoire. Pour Moscati, qui écrit « De l'emploi des systèmes dans la médecine pratique », citons-le, « Dans les temps éloignés, l'art de la médecine s'enseignait en présence de son objet et les jeunes gens apprenaient la science médicale au lit du malade. » Ce récit fait comme si le lit avait toujours été un lieu d'expérience médicale, comme si la vérité du regard médical avait toujours été là. Il imagine un âge d'or de la médecine antique qui aurait ensuite été oublié pendant quelques siècles. Un autre récit, porté par le médecin Xavier Bichat, fait comme si l'anatomie avait toujours fait partie de la démarche clinique. Comme le montre Foucault, ces récits servent à unifier le savoir clinique et ses méthodes de connaissance en l'inscrivant dans une filiation millénaire. Foucault a recomposé la construction de la médecine clinique, son discours empruntant aux méthodes des sciences naturelles pour se légitimer, réécrivant son histoire pour affirmer la présence continue d'un regard qui reviendrait à sa simplicité pour se débarrasser des vieux systèmes théoriques et de la médecine des espèces. Mais aussi et surtout pour asseoir la spécificité de son exercice tout entier organisé autour du colloque singulier, de la rencontre singulière entre un médecin et un être malade. Ce regard médical s'appuie désormais sur un savoir centralisé et uni, préservant son autonomie, un regard qui érige la profession médicale en profession souveraine, sollicité au chevet de l'État et contribuant au savoir sur l'homme depuis son surplomb. C'est ce que Foucault appelle par la suite le pouvoir-savoir médical. Ses discours ouvrent de nouvelles possibilités de contrôle et de régulation des populations. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là, et vous pouvez, si vous voulez, continuer à avoir des lectures de classiques des sciences humaines en santé, vous abonner à la chaîne. Vous pourrez aussi retrouver les sources en description, cette fois elles sont peu nombreuses, il y a des comptes rendus et la lecture d'un livre sur la médecine et Foucault, et principalement la naissance de la clinique. Et bien sûr, si vous avez une question, vous pouvez la poser dans les commentaires, j'essaierai, dans la mesure de ma connaissance et de mes capacités, d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou journée selon les circonstances, et à la prochaine sur les internets. Salut!